Aujourd'hui, on va entamer la dernière séance en ce qui concerne notre programme de l'occlusodontie dans la partie qui est dispensée par moi-même. Donc jusqu'à maintenant, je vais vous faire rappeler un petit peu. Vous avez vu tout ce qui est traitement des édentements, les articulateurs, l'occlusion et tout, avec docteur Saifi. Ensuite, j'ai entamé la deuxième partie, tout ce qui est clinique, la pathologie articulaire. Donc, on a vu le DAM, on a vu les parafonctions, on a fait le bruxisme et les différentes onychophagies, donc tout ce qui accompagne comme parafonction. En 2 séances, nous avons vu les stratégies thérapeutiques. Stratégie thérapeutique, ça veut dire que vous allez penser à rétablir quelque chose de sain. C'est pour ça que dans le cours, j'ai fait, lors de la première partie, un rappel sur tout ce qui est état sain. Ensuite, comme ça, quand vous allez traiter, vous allez vous rapprocher de ce qui est état de santé. Voilà. Et aujourd'hui, on va clôturer par ce qui est prévention. La thérapeutique, le traitement, il traite la pathologie installée. Par contre, la prévention, elle... aïe, 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 pardon. J'ai cliqué sur arrêter. Ok. Voilà, je m'excuse, j'ai cliqué sur arrêter sans faire attention. Donc, et aujourd'hui, nous allons voir la prévention, c'est-à-dire comment on va chez le sujet qui ne présente pas encore la maladie, mais il présente ce qu'on appelle tous les facteurs de risque. Tous les facteurs de risque, c'est-à-dire tous les éléments qui peuvent déclencher, seuls ou bien associer la maladie. C'est ce qu'on appelle la prévention des troubles de l'appareil manducateur. Est-ce que c'est clair? Je peux continuer? Je peux continuer, c'est un petit cours. Donc, si vous avez des questions avant de clôturer, je préfère connaître votre... très bien, je continue. Réaction. Donc, quand on parle de prévention, il faut savoir que la définition de la prévention, elle a 3 aspects. Premier aspect, c'est-à-dire euh, estimer le degré de survenue de la maladie avant qu'elle s'installe. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est le traitement actif, alors que la prévention tertiaire, c'est le traitement de la récidive. C'est-à-dire, on a traité, il y a eu échec ou bien il y a eu retour à la maladie partielle ou totale. On parle ça de prévention tertiaire. Bien. Donc, automatiquement, la prévention primaire va commencer chez l'enfant. Chez l'enfant, en réalité, elle va commencer bien avant l'enfant, c'est-à-dire déjà chez la femme enceinte. Par exemple, dans les étiologies du DAM, on a suspecté certaines pathologies d'ordre général, comme le syndrome de Marfan, comme composant de stress. Donc déjà chez la personne qui est en état de stress, on va commencer à traiter, c'est-à-dire avant que l'enfant vienne au monde, on va instaurer tout le protocole qui permet de diminuer des manifestations cliniques de la maladie. Donc, on va traiter toutes les pathologies, tous les signes qui peuvent conduire à la mise, à l'installation de la maladie. Chez l'enfant, spécialement chez l'enfant de 1 à 3 ans, donc regardez que la prévention, elle commence très tôt. Chez les enfants de 4 à 6 ans et de 6 à 8 ans, ça c'est la première étape de l'enfance. Ensuite, chez l'adolescent, il présente des modifications de comportement et dans sa psychologie, puisqu'il est en phase de transition entre l'âge de l'enfance et l'âge de la maturité. Donc, ça nécessite un personnel qui doit être bien informé sur toutes les modifications hormonales liées à la puberté, donc sur le plan endocrinien, sur le plan psychologique et surtout des changements de comportement à risque, c'est-à-dire la consommation des premières cigarettes, la consommation du tabac à chiquer, le laisser aller de l'hygiène bucco-dentaire. Tout ça, on doit bien les régler à cette étape de la vie. Ensuite, on va terminer par la prévention chez l'adulte. Donc,
Les troubles de l'appareil manducateur ont des aspects multiples, comme on les a vus. Ils peuvent avoir sous forme de douleur, ils peuvent être sous forme de spasmes, de craquements, de claquements. Tout ça, on l'a vu. Ils peuvent avoir des sièges divers, donc ils sont soit articulaires, soit musculaires, soit dentaires, d'accord? Comme ils peuvent avoir aussi des sièges neurologiques, puisque c'est le système nerveux central, c'est lui qui va chapeauter, c'est-à-dire c'est lui qui va orchestrer les mouvements et l'organisation des besoins euh, en termes de mouvements volontaires ou bien en termes de mouvements réflexes. Donc, comme définition de la prévention, c'est l'ensemble des actions, des attitudes, des comportements qui tentent à éviter la survenue de la maladie ou de traumatisme ou de maintenir et à améliorer l'état de santé. Nous avons la prévention dite de protection, ou bien ce qu'on appelle la prévention primaire. Elle se rapporte à la défense contre les agents de risque identifiés, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple. On sait très bien que le processus de cavitation, c'est-à-dire la carie dentaire, elle est en rapport avec la consommation d'hydrates de carbone d'un côté. C'est pour ça que les caries se sont installées déjà avec l'ère nouvelle, c'est-à-dire le XXe siècle, puisque c'est là où on a commencé à consommer des sucres. Chez un sujet, donc chez un sujet qui ne présente pas des éléments de défense suffisants. C'est pour ça que le comportement à risque, c'est la consommation d'hydrates de carbone et aussi le mauvais contrôle des facteurs de risque locaux, c'est-à-dire du biofilm. Donc, les actions de prévention primaire, c'est pour ça que dans votre programme de deuxième année, on vous enseigne la nutrition, on vous enseigne les besoins nutritifs, on vous enseigne les groupes alimentaires. C'est pour vous expliquer les groupes alimentaires qui sont nécessaires pour l'organisme et ceux qui sont facultatifs. Ça, c'est pour planifier un programme de prévention. Donc, si vous recevez un patient qui a tendance à faire de la carie, donc automatiquement, vous n'allez pas lui dire il faut se brosser les dents, il faut agir bien avant le brossage des dents, c'est-à-dire la consommation d'hydrates de carbone euh, de façon anarchique ou bien permanente ou bien continue durant la journée. Ensuite, nous avons deuxième type de prévention. Je continue? Je continue? Pas de réaction. C'est clair? Je continue? Très bien, voilà. Donc ensuite, nous avons la prévention dite secondaire. Donc c'est par rapport à un risque connu chez le sujet, c'est-à-dire quand vous allez être en quatrième année, je pense en troisième année, on en a parlé un petit peu, on a parlé de risque parodontal. Le risque parodontal, c'est-à-dire, premièrement, il est identifié chez le sujet sain, c'est-à-dire pas le sujet malade. Il y a des familles qui sont connues comme capables de développer la maladie. On vous donne un exemple. Les parodontites agressives, on a dit, surtout la forme localisée, qu'elles étaient liées à un facteur génétique. Donc, si nous avons un parent qui présente une parodontite agressive, le risque de développer une parodontite agressive chez les enfants existe. Donc là, c'est là où nous allons faire de la prévention secondaire, c'est-à-dire un protocole précis. La prévention tertiaire, c'est une fois qu'on a traité et on va faire les visites de maintenance. Donc, c'est pour traiter la maintenance et pour stabiliser et garder les résultats à long terme et aussi pour prévenir, c'est-à-dire il ne faut pas attendre que la maladie se réinstalle une deuxième fois pour intervenir. Dans la prévention primaire, nous avons ce qu'on appelle le dépistage précoce, c'est-à-dire nous allons chercher, c'est la population saine, les facteurs qui sont en mesure, si on ne les contrôle pas, de déclarer la maladie, de déclencher la maladie. Donc, nous avons des tests appliqués. Ça, vous l'avez vu en épidémie. Je vous donne un titre d'exemple.
quand vous étiez au au CEM, à l'école ou au CEM, je ne connais pas exactement votre âge, on vous a donné du fluor. Vous vous rappelez de ça? Oui? Non, si, on vous a donné du fluor. Donc le fluor, ça fait partie de la prévention primaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dépisté, c'est-à-dire on a fait des consultations et on a vu des personnes qui avaient soit un émail fragile, soit qui avaient déjà une prédisposition à développer la carie. Donc, chez ces individus, on a donné le fluor. Aussi, la prévention primaire, donc en dehors du dépistage précoce, nous avons l'éducation sanitaire. Ça veut dire quoi l'éducation sanitaire? C'est-à-dire apprendre à la personne le contrôle de ces facteurs de risque. Par exemple, l'éducation sanitaire chez les enfants, vous le savez très bien, avant on vous disait, elle commence à la maternelle, c'est-à-dire quand vous êtes à la crèche, à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Or maintenant, les choses ont complètement changé, puisqu'il y a des doigtiers, donc c'est une brosse à dents sur un seul doigt, que la maman va porter, hein, comme un chapeau sur un doigt, et elle va brosser à partir du 6e mois, c'est-à-dire dès qu'on a entre 6 et 9 mois, quand on a l'éruption des incisives temporaires, déjà à ce stade-là, on commence à brosser les dents chez le nourrisson de 6 à 9 mois, 6 à 12 mois. Je continue? Je continue. Très bien. Ensuite, nous avons le dernier volet qui concerne le, la nutrition. Je vais faire rentrer d'autres personnes. D'accord. Donc ça, c'est le nourrisson. Ensuite, on passe à la prévention chez l'enfant. Donc, chez l'enfant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines attitudes où on commence bien avant. Bien avant, vous allez me dire quand. Vos mamans vous disent quand elles étaient enceintes, elles prennent de l'acide folique, la vitamine B9. Donc l'acide folique, il prévient certaines malformations comme les fentes labiopalatines. On appelle ça vulgairement les comment on appelle ça, fente labiopalatine, les becs de lièvre. D'accord. Donc, on a mis en évidence qu'une carence en acide folique, en vitamine B9, a été responsable de malformations embryonnaires et ça donne des fentes labiopalatines. Aussi, la vitamine D, c'est pour ça qu'il y a des vaccins chez la femme enceinte de vitamine D sous forme de gouttes, sous forme de comprimés, de calcium, tout ça pour prévenir euh, la mise en place de pathologies qui apparaissent très tôt. Avant l'apparition des dents, regardez, on nettoie la bouche de l'enfant. On s'est rendu compte que ce nettoyage ramenait des qualités de tissus buccaux. Donc le brossage, je vous ai dit, c'est comme un doigtier. C'est comme un gant avec un seul doigt et à l'extrémité, vous avez des, euh, des fibres souples et ça permet de brosser. Donc on s'est rendu compte que ça donne une qualité, ça stimule la muqueuse gingivale et ça donne une bonne réponse locale à ce niveau. Chez l'enfant de 1 à 3 ans, donc déjà on commence les visites chez les dentistes, les contrôles. Parfois vous avez ce qu'on appelle le comblement des sillons, les sealants. Ça, vous le savez, de par vos cours d'ossée. Donc tout ça, c'est pour retarder au maximum l'éruption de caries. Donc là, chez le nourrisson, on va conseiller à la maman un choix de tétine parce que la tétine, elle permet de remodeler les process alvéolaires et la cavité buccale. On va apprendre aussi à la maman comment elle doit nettoyer la tétine, comment la changer. Tout ça, c'est pour éviter que l'enfant suce du pouce. Donc, ça fait partie d'une stratégie thérapeutique, c'est-à-dire planifier
un geste voulu au lieu qu'en parallèle, l'enfant développe un geste qui est parasite, qui est néfaste pour la santé buccale. Rééduquer la déglutition dès la mise en place d'une denture temporaire stable, c'est-à-dire aussitôt que les arcades, il y a toutes les dents, la langue, elle peut être emprisonnée à l'intérieur et on peut demander au patient, lui montrer comment il va avaler, comment il va mastiquer, euh, éliminer les habitudes néfastes. Par exemple, chez l'enfant émotif, on s'est rendu compte qu'à un âge précoce, il commence déjà à gratter, à grignoter ses ongles. On appelle ça l'onychophagie. Il y en a ceux qui sucent le pouce, il y en a ceux qui sucent 2 doigts, 3 doigts, il y en a ceux qui même font rentrer toute la main. Ça, c'est pour vous dire que l'état de stress peut amener les enfants à avoir ce genre de comportement. Si le besoin est, il faut aussi prescrire un dentifrice thérapeutique tel que Sensodyne, riche en vitamine D, riche en thiocyanate. Ce sont des substances qui retardent la maturation du biofilm. Aussi, on va instaurer une culture de santé bucco-dentaire par une alimentation variée. Donc, il faut conseiller des aliments riches en vitamine D, euh, beaucoup de légumes. Euh, D'ailleurs, on vous dit les 5 fruits et légumes jour. Un plat coloré, vous trouvez des tomates, du rouge, du vert, du blanc, toutes les substances qui sont en mesure de ramener les différents minéraux dont on a besoin. Il faut diminuer maintenant de nos jours, on diminue de plus en plus des taux de glucides. Le glucide, c'est-à-dire tout ce qui est pain, tout ce qui est hydrate de carbone, tout ça, il faudrait les diminuer. Et bien sûr, aussi la quantité des protéines, il faut aussi la diminuer. Aussi, on va conseiller une technique de brossage des dents en fonction brosse. Euh, le brossage, il se fait surtout pendant la nuit, c'est-à-dire si la personne ne veut pas se brosser, si elle est un petit peu désorientée pendant la journée. Vous savez, les enfants, il faut y aller doucement. Il faudrait qu'ils aiment, qu'ils aiment, qu'ils s'habituent. Ensuite, ça devient un besoin indispensable de dormir avec une bouche propre. Chez les enfants de 4 à 6 ans, c'est l'âge de stabilité. Donc là, l'enfant, il peut choisir sa brosse à dents, il peut choisir son dentifrice, il peut comprendre qu'est-ce que c'est la durée de brossage. Euh, Avant, on disait 2 minutes, 2 fois par jour. Maintenant, on conseille jusqu'à 5 minutes jour. C'est-à-dire laisser l'enfant se brosser, balader, hein, sa brosse à dents dans la bouche, l'essentiel, qu'il s'habitue, qu'il trouve ça agréable. Donc là, on lui demande une brosse à dents, on lui laisse l'occasion, pardon, de choisir la couleur. Donc vous avez des brosses à dents avec des gadgets, avec un système d'adhésion, comme ça il peut l'accrocher au mur, avec des animaux qu'il aime. Donc tout ça, il décore son espace devant le lavabo pour qu'il puisse au maximum euh, apprécier ce moment de brossage. Et enfin, il ne faut pas oublier que la visite chez le dentiste, c'est systématique une fois tous les 6 mois. Entre 6 à 8 ans, donc vous avez déjà la mise en place d'une denture permanente en place et vous êtes à la fin des 8 ans, 8 ans et demi et tout, vous avez la mise en place ce qu'on appelle des dents du secteur intermédiaire, c'est-à-dire canine, d'accord. Vous savez, la canine maxillaire, elle est reliée à un muscle. Donc, d'emblée, il faut la guider dans son éruption pour qu'elle puisse prendre une position la plus euh, équilibrée possible. Vous avez vu en ODF qu'est-ce que c'est le couloir de château. Donc, nous savons que l'organe dentaire, il est en état d'équilibre d'un côté entre les muscles jugaux et labiaux, donc les muscles de la joue et des lèvres d'un côté, et le mouvement de la langue de notre côté.
Chez ce patient âgé de 6 à 8 ans, on va lui expliquer que la mastication, elle est bilatérale alternée. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement mastiquer seulement du côté droit, il faudrait qu'il mastique côté droit et côté gauche. Donc, un moment sur le côté droit, un moment sur le côté gauche pour stimuler les différents éléments du parodonte des deux côtés. À cet âge-là aussi, on peut conseiller un dentifrice riche en fluor, à condition, parce que la fluorose est toxique, hein, elle peut avoir l'effet contraire. Donc, il ne faudrait pas que ça dépasse les 50 milligrammes, 50 jusqu'à 100 milligrammes en fonction du poids du patient, de l'enfant. Donc, en parallèle, nous allons instaurer tout un programme d'hygiène. Donc, le brossage rotatif, au début, c'était, j'ai utilisé tout à l'heure le terme de balader. Il balade, l'essentiel qu'il s'habitue à avoir une brosse à dents dans la bouche, qu'il sache qu'est-ce que c'est une brosse à dents efficace et qu'est-ce que c'est une brosse à dents qui a perdu son efficacité et qu'on doit la rechanger. Ensuite, vous avez la deuxième étape. On passe à un traitement beaucoup plus élaboré. Euh, c'est la chute des dents temporaires et l'éruption des dents permanentes. Parfois, les dents temporaires vont chuter. Parfois, vous tombez sur des praticiens qui ne sont pas suffisamment informés ou bien qu'ils acceptent les directives de leur patient. Il a une petite carie, donc au lieu de penser à la traiter, il va venir l'extraire. Malheureusement, quand on fait l'extraction d'une dent temporaire, la dent permanente qui est reliée à la dent temporaire, elle va se trouver coupée. Donc, elle n'a plus de repère pour aller à un endroit précis pour son éruption. Et là, vous allez avoir épaississement de la muqueuse gingivale, retard dans l'éruption dentaire et on peut avoir mésialisation de la dent distale. Par exemple, la dent de 6 ans, elle est là. Si vous allez faire l'extraction des molaires permanentes, il va y avoir précoce, puisque leur chute, elle se fait entre 9 et 11 ans. Donc, si vous faites l'extraction avant, il va y avoir un édentement, la gencive va se retrouver épaissie, regardez comme ce cas pareil. Là, on a opté pour un distaleur canin, donc pour maintenir cet espace. Et voilà les prémolaires, et elles ont fait leur éruption entre 11 et 13 ans. Ensuite, parallèlement, pour que l'enfant soit moins émotif, il faut corriger les positions de sommeil. Donc, toujours le sommeil, c'est en position latérale. Il faut dégager légèrement le côté du diaphragme pour qu'on puisse respirer. Chez l'enfant émotif, il faut aussi faire une prise de conscience de son bruxisme, éviter que la dent de 6 ans ne soit carriée. Vous avez chez l'enfant ce qu'on appelle les diastèmes simiens qu'on retrouve au niveau mandibulaire. Donc, à la denture temporaire, en denture temporaire, pardon, vous avez absence de contact entre les dents. Ça, c'est physiologique puisque les dents permanentes sont beaucoup plus grandes. Donc, si l'enfant n'a pas ces diastèmes simiens, il faudrait penser que votre patient, il peut présenter des malpositions dentaires par microdontie relative. D'accord? Je continue. Chez l'adolescent, le contrôle, il est semestriel puisque c'est l'âge rebelle. Le garçon, il va se voir pousser des moustaches, la voix qui devient rock. Donc, ça y est, c'est un petit monsieur qui veut exercer sa loi, qui ne veut pas répondre aux conseils, qui ne veut faire qu'à sa tête. Et dans certaines situations, le changement de comportement, c'est-à-dire la personne qui était gentille, qui était docile, il va devenir rebelle. Donc, il ne fait rien qui peut satisfaire les parents, entre autres, garder une bouche propre. Donc, il faut savoir comment s'adresser à ce jeune adolescent. Il faut aussi une alimentation qui est très variée, puisque c'est l'âge de croissance rapide. Donc, parfois, c'est à cet âge-là où les douleurs masticatoires, hein, des douleurs musculaires
par rapport aux croissances osseuses vont se manifester parce que là, les os tirent et les muscles ne suivent pas. Parfois, c'est les dents qui ne suivent pas et nous avons une incoordination et les douleurs peuvent se manifester. Il faut aussi, c'est l'âge où on peut traiter des malpositions dentaires. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes adolescents avec des traitements orthodontiques à l'adolescence. On peut aussi, les traitements invasifs, les canines incluses, c'est l'âge avant que les dents de sagesse viennent, avant que la dent de 12 ans prenne sa place, on peut toujours faire des traitements chirurgicaux. On fait aussi les parafonctions. Quand on a fait le bruxisme, je vous ai dit que le bruxisme est considéré comme état physiologique chez l'enfant. C'est à partir de la denture permanente stable qu'il faut, donc à partir de l'âge de 9 ans, 7 ans, 9 ans, c'est-à-dire en denture temporaire stable, pardon, denture mixte stable, que l'enfant, qu'on peut déjà commencer à traiter. Avant, c'est considéré comme physiologique. Aussi là, on peut remplacer des dents extraites avec des prothèses d'usage immédiat provisoire pour éviter l'égression ou la destruction des dents adjacentes. Alors, chez l'adulte, c'est le traitement complet. Euh, Traitement des malpositions dentaires, traitement des caries, les chirurgies, les traitements parodontaux, le traitement par les gouttières. On a vu la dernière fois toutes les variétés de gouttières. On appelle ça les inhibiteurs d'occlusion. Inhibiteurs d'occlusion parce qu'elles empêchent les dents de rentrer en contact, donc on les appelle les inhibiteurs d'occlusion. Donc en fonction du cas clinique que vous avez, soit vous optez pour une gouttière de repositionnement, ou bien de relaxation, ou bien une gouttière de réduction. Nous avons toutes ces variétés-là dans le cours passé. Ensuite, le remplacement des dents, il peut se faire euh, à l'intérieur d'une contention, regardez, métallique adjointe, ou bien euh, par des bridges. Donc, tous les moyens pour avoir une formule dentaire complète. L'orthodontie aussi peut trouver ces indications-là. Le but, c'est de trouver des rapports fonction canine. Euh, c'est elle qui est recherchée pendant les mouvements de latéralité. Voilà, type de brosse à dents adapté à un traitement orthodontique. Aussi, on peut parallèlement, quand on a vu le DIM, vous vous rappelez, on a suspecté une composante de posture. On a vu les scolioses, c'est-à-dire celles qui ont un dos qui est courbé, ou bien avec euh, comment on appelle ça, euh, la courbure dans le sens sagittal est très importante. J'ai oublié, lordose. Aussi, c'est à ce stade-là qu'on doit corriger toutes ces pathologies. Aussi, on a suspecté, si vous vous rappelez, qu'un défaut de divergence, c'est-à-dire chez les personnes qui louchent, ça peut être aussi responsable de douleurs articulaires. Donc tout ça, c'est le moment de les traiter. Enfin, en conclusion, que le traitement préventif, euh, le plus tôt il commence, le meilleurs seront les résultats. On peut intervenir sur toutes les valeurs et, par exemple, en rééducation, en massage, en termes de maladie générale, il reste juste la composante dentaire qui serait beaucoup plus facile à contrôler quand la pathologie elle a été cernée sur tous les recoins. Voilà, donc le programme, pas le programme parce qu'il reste en principe 2 chapitres qui doivent être dispensés par professeur Boutier. Les muscles masticateurs, vous avez premièrement les explorations du système stomatognatique, vous avez les ATM et vous avez les muscles et vous avez les dents. Et vous avez le premier chapitre terminologie et ça c'est le deuxième chapitre. Je pense que le docteur Boutier va faire son cours à la rentrée. Donc, pour ce module-là, il vous reste 2 chapitres qui vont être dispensés par professeur Boutier.
Voilà, donc si vous avez des questions, je vous écoute.